Bonjour à tous. Donc, nous allons procéder à la première présentation, réussir la transformation, la démarche Imago. Cette transformation qui traverse nos organisations. Alors, aujourd'hui, effectivement, nous sommes confrontés et nous devons répondre à des transformations plus rapides, plus fréquentes, plus profondes, et donc ça devient vraiment une question de survie pour nos organisations. Pour illustrer mon propos, on va prendre plusieurs exemples que nous vivons dans nos business ou dans notre vie de tous les jours. Par exemple, sur les développements produits. On constate depuis une bonne dizaine d'années une accélération des développements produits qu'on va voir par exemple au travers des iPhones. Aujourd'hui, on a l'iPhone 1, 2, 3, on est à la version 13, ceci en à peine 7 années. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des demandes de plus en plus fortes qui nécessitent des time to market réduits et donc une transformation des organisations pour répondre à ces attentes de marché. Le deuxième typologie de transformation, c'est par exemple des business models qui ont complètement changé au cours de ces dernières années. Amazon, avec le e-commerce, a complètement révolutionné nos pratiques. Qui plus est, ça a été encore amplifié avec le Covid qui a accéléré ce modèle de commerce et donc ce nouveau canal logistique. L'autre aspect que nous vivons tous actuellement, c'est les transformations qui sont en lien avec la crise énergétique. La guerre en Ukraine a effectivement rabattu toutes les cartes en termes d'approvisionnement en énergie, mais même en matières premières, et même a poussé certains acteurs à revoir leur modèle industriel avec des délocalisations sur le continent américain parce que l'énergie est moins chère. Donc vraiment, on est revenu sur un autre business model différent par rapport à celui des années auparavant en Asie, par exemple. L'autre transformation qu'on vit, qu'on a tous vécu ces dernières années, et notamment au travers de la Covid, c'est par exemple le télétravail, autant pour moi. Donc, le télétravail a complètement révolutionné nos organisations. Donc, d'un côté, des collaborateurs qui sont dans une attente d'adaptabilité des organisations pour pouvoir répondre à ces attentes de plus de télétravail. Et d'autre part, les organisations aussi qui se sont adaptées, mais qui ont demandé beaucoup plus de flexibilité de la part de leurs collaborateurs. Ça s'est même traduit dans ces transformations à revoir le parc immobilier de certaines organisations où on a réduit les bureaux au niveau de sièges sociaux prévus pour une capacité de 200 personnes à peine une cinquantaine de personnes. Donc, ces éléments-là ont induit des transformations et même ont été accélérés avec le Covid. Et le dernier point que nous avons actuellement, c'est par exemple l'évolution du marché du travail. Effectivement, on a un basculement du marché du travail, où auparavant, effectivement, nous avions des compétences, des talents disponibles sur les marchés, et aujourd'hui, on est plutôt à la recherche de nouveaux talents. Et donc, les entreprises se sont mises dans des modes de séduction des collaborateurs avec des certifications Great Place to Work, donc montrant l'envie ou l'attractivité de l'entreprise à les rejoindre. Donc, on voit bien que nous avons des transformations, mais que ces dernières années, on a eu une accélération de ces transformations et que les entreprises, vraiment pour survivre au sein de leur business, doivent s'adapter à ces transformations. Alors, effectivement, les entreprises n'ont pas attendu les années 2020 pour pouvoir répondre à ces transformations. C'est quelque chose qui a été déjà initié dans les années 80, où on est passé d'un mode, on va dire, très pyramidal au sein des organisations à un mode projet qui s'est petit à petit instillé au sein de l'organisation. Bien sûr, au fur et à mesure, ce qu'on a vu évoluer, c'est qu'il y a eu une professionnalisation de la gestion de projet. On a vu apparaître des chefs de projet, donc ayant une fonction dédiée au management de projet, voire des PMO, si la structuration vraiment d'un bureau, enfin d'un manager
complet de l'ensemble des projets. Donc ça, ce qui montre une maturité des organisations vis-à-vis du management de projet, voire jusqu'à ces dernières années, la certification de processus de management de projet au travers de certifications de qualité. Donc, ce qui voit que ce mode de gestion, qui est devenu plutôt une organisation projet, s'est inscrite au sein des structures. L'organisation projet, effectivement, est en passe de pouvoir répondre au mieux à cette transformation, à ce besoin, ces enjeux de transformation. C'est un même état d'esprit. L'organisation projet, effectivement, elle a pour but de répondre à une ambition partagée, aller vers un avenir. Dans certains cas, cet avenir est identifié, d'autres pas, mais en tout cas, c'est d'aller vers un futur qui n'est pas forcément toujours maîtrisé, mais qui est souhaité et souhaitable. Le tout s'appuyant effectivement sur un esprit d'entrepreneuriat, donc avoir cette capacité de sortir des sentiers, on va dire, tout jalonnés, donc d'explorer des sentiers de traverse, et avec cet esprit de task force, donc avec un objectif de toujours concentrer les efforts et maximiser les efforts, donc avec un objectif de focalisation des ressources. Le projet, le mode projet, reste toujours un mode temporaire, géré en dehors des activités courantes. Et cet état d'esprit, cette organisation convient à conduire à une transformation. Donc on est vraiment dans un même état d'esprit. Si on rentre un petit peu plus dans l'organisation projet et comment s'imbriquent ces besoins de transformation, donc toujours plus de transformation, un accroissement des besoins, une accélération. Effectivement, ces besoins de transformation vont arriver au niveau de l'organisation et vont se traduire sur deux niveaux. Au niveau des feuilles de route stratégiques, ces feuilles de route, de plus en plus fréquentes à mettre à jour, avec des horizons de plus en plus courts. Il y a quelques années, lorsqu'on définissait une feuille de route, on la définissait sur une échelle de 5 voire 10 ans, et puis tout roulait et on déroulait, on va dire, le scénario et la roadmap sans remettre en question la feuille de route. Aujourd'hui, on est plutôt sur une dynamique, OK, on définit cette vision sur 5 ans, mais tous les 2, 3 ans, voire les 6 mois, dernièrement c'est ce qui s'est passé avec la crise en Ukraine, et ben, on revoit en permanence cette feuille de route. Qui dit revoir cette feuille de route va avoir forcément un impact sur la gestion du portefeuille de projet et le pilotage des programmes et des projets. Donc, au travers des axes de priorisation, donc comment on peut reprioriser plus facilement, c'est-à-dire, voilà, j'ai un contexte qui change, comment je peux réajuster mon portefeuille et voir quel nouveau projet devient à nouveau prioritaire par rapport à cette réponse que je peux avoir au contexte et à plus de besoins de transformation. Donc, on sent bien que l'organisation projet est parfaitement adaptée pour répondre à ces besoins de transformation, mais effectivement, il y a une remise en question, une souplesse à impulser pour que ces feuilles de route puissent évoluer plus rapidement, que la gestion du portefeuille soit beaucoup plus fluide, et donc on ait un pilotage qui puisse se moduler plus facilement. L'essoufflement des projets. Donc, effectivement, on parle de l'organisation projet, mais ce qui se passe, c'est qu'au sein de l'écosystème de la gestion de projet, donc entre la feuille de route stratégique, la gestion du portefeuille et le pilotage de projet, donc qui répondent à ces besoins de transformation, il peut apparaître des facteurs d'essoufflement. Ces facteurs d'essoufflement, ce n'est pas des facteurs externes, c'est vraiment dans l'écosystème et l'organisation projet qui est mise en place au sein de la structure, d'une société, d'une entreprise, enfin d'une organisation globale, va apparaître ces facteurs d'essoufflement. Donc, c'est ce que nous allons regarder point par point. Il y a 4 facteurs d'essoufflement que nous, Team Square, on détecte de manière très récurrente au sein de nos clients. L'obésité, la bureaucratie, l'effet de boîte noire qu'on va appeler plutôt de la cécité et les résistances. Premier facteur d'essoufflement, l'obésité.
effectivement, les démarches de transformation et les grands projets attirent naturellement des nombreuses demandes en attente au sein de l'organisation. Donc, l'obésité va induire des projets mal cadrés, un portefeuille surchargé, voire complètement saturé, donc ingérable, et donc à la fin, un ralentissement. Forcément, si le portefeuille est surchargé, on a moins de projets qui sont délivrés, donc un ralentissement et une inertie qui s'installe au sein de l'organisation. Pour illustrer ce propos d'obésité, je vais vous partager mon expérience professionnelle que j'ai eue au sein d'une entreprise de vin et spiritueux. Donc, j'ai travaillé au sein d'une maison de cognac. Et dans cette maison de cognac, à un moment donné, nous avons mis en œuvre un programme RSE. Je crois qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne met pas en œuvre un programme RSE. Ce type de programme, a toujours un champ d'action très large. Donc, effectivement, on va toucher à de l'environnement, du sociétal, du social, de l'impact sur le territoire, etc. Donc, c'est quand même déjà de base des périmètres très larges. Donc, lorsque ce programme a été mis en œuvre au sein de la maison, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets, de demandes latentes qui étaient là au sein de l'organisation, qui sont venus se greffer sur ce programme. Donc, pour vous illustrer le propos, c'est par exemple, on met en place le programme RSE, la logistique, le département logistique dit « Ah, super, moi j'ai un projet, je voudrais réduire ma consommation de plastique. Okay » Et puis le marketing qui arrivait « Ah, mais moi je veux faire un produit éco-friendly, donc un nouveau produit avec un bilan carbone beaucoup plus optimum en termes de communication. » Et puis la finance, ah, mais moi j'ai droit à des crédits d'impôt si on fait telle action liée à l'environnement, liée à l'environnement. Donc, un programme parfaitement défini avec des axes à mener et des chantiers à mettre en œuvre très clairs. Et là est venu greffer toutes ces demandes. Et à la fin de la foire, on s'est trouvé avec un programme grossi, impossible de le rentrer dans l'entonnoir du portefeuille et donc quelque chose d'ingérable sur le terrain. Donc on s'est retrouvé finalement avec un mammouth, donc un programme extrêmement obèse, donc impossible à gérer et donc une nécessité de tout redécouper pour avoir quelque chose qui puisse répondre aux attentes et à l'ambition de la maison et qui soit opérationnellement gérable. Donc ça, c'est vraiment le facteur d'obésité et je crois qu'on a tous été confrontés à cette tendance un petit peu, on va dire, morvée au sein des organisations qui peut apparaître très facilement. Le deuxième facteur d'essoufflement, ça va être la tendance à la cécité. Effectivement, les démarches de transformation et les grands projets s'exposent malheureusement à la dérive vers un effet boîte noire. C'est-à-dire, on va avoir une distorsion entre d'un côté une vision stratégique et de l'autre un déploiement terrain. Donc, une vision plus pointilliste, mais qui est terrain, qui est la réalité de la mise en œuvre de ces programmes et de ces projets. Donc, la cécité, c'est quoi? Ça va induire de la distanciation terrain, des flux décisionnels grippés et des livrables qui ne seront pas satisfaisants. Et là, on arrive dans une espèce d'organisation boîte noire. Je vais vous reprendre un petit peu l'exemple de la maison de cognac où j'ai œuvré pendant plusieurs années. Et je vais vous relater l'exemple d'un projet qui était associé au développement de nouveaux produits. La direction, donc au niveau du CODIR, définit une nouvelle feuille de stratégie, à savoir conquérir le marché américain. Très bien, développer une nouvelle offre qui soit adaptée au marché américain, développer des expériences consommateurs et développer un réseau commercial et supply chain associé. Donc, ce qui voulait dire derrière, industriellement parlant, répondre à ce marché avec ses spécificités, qui pouvaient être d'ordre légal aussi et qualitatif. Bon, voilà, feuille de route parfaitement définie. La feuille de route est transmise à l'équipe managériale, donc au N-1 du CODIR, pour partager cette vision auprès des équipes opérationnelles et des équipes projet. Et qu'est-ce qu'on constate?
la boîte noire, c'est-à-dire des décisions, donc le projet se met en œuvre, des décisions qui ne sont pas prises en temps et en œuvre, et des livrables qui sont remontés auprès de la direction qui ne satisfait pas du tout leurs demandes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, effectivement, l'équipe managériale qui devait porter cette vision auprès du terrain, donc auprès des managers de proximité, auprès des chefs de projet, des équipes projet, n'avait pas cette capacité, certains d'entre eux l'avaient, mais d'autres pas, cette capacité de sponsorship, de partager cette vision et de s'impliquer dans la mise en œuvre de ces projets opérationnellement parlant. Donc, ce qui a fait que la courroie de distribution qui est capitale entre le sponsor et de l'autre côté les chefs de projet et les équipes projet ne fonctionnait pas. Des décisions, donc des demandes de décision qui ne remontaient pas, donc forcément les décisions n'étaient pas prises. Et comme il y avait une incompréhension et une communication qui n'était pas fluide, ou des incompréhensions sur les attentes de part et d'autre, et bien forcément des livrables qui étaient insatisfaisants. Et le cœur, on va dire, du projet, le cœur du réacteur, c'est toujours être dans cette dynamique de réconcilier bien sûr une vision macroscopique, panoramique, stratégique, donc qui est définie par un sponsor, par une équipe de direction, et une vision plutôt pointilliste terrain, parce qu'effectivement, eux sont confrontés à une réalité, à des grains de sable qui peuvent remettre en question le projet, et donc c'est de trouver le bon consensus entre les deux. Et donc là, dans la boîte noire, ce manque de transparence ne permettait pas de relier ces visions et de pouvoir adapter et d'avancer correctement. Donc là, ça a été vraiment un gage flagrant et qui a conduit, bien sûr, la conquête du marché s'est fait, hein, malgré tout, mais en termes de performance et d'introduction dans le marché, on n'a pas été présent en temps et en heure. Donc là, c'est vraiment le deuxième facteur d'essoufflement, la cécité. Le troisième facteur d'essoufflement, la bureaucratie. Alors, c'est ce que je vous parlais préalablement. L'organisation projet s'est parfaitement professionnalisée au sein des organisations durant ces dernières années. Donc, on a tous des processus de gestion de projet avec des KPI, des données d'entrée, des données de sortie. Donc, ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est rentré dans les mœurs dans beaucoup d'organisations. Mais forcément, ce processus pilotage projet a dans certains cas dérivé sur une bureaucratie, c'est-à-dire vraiment on s'est un peu éloigné de cet esprit intrapreneuriat pour vraiment rentrer dans de la bureaucratie. Je gère un processus, je m'assure que mes indicateurs sont bons, donc je suis plus dans du management qualitatif d'un processus au lieu de gérer plutôt une qualité d'un livrable qui va satisfaire un client au final en attente du livrable du projet. Et donc, ce que nous constatons sur le terrain, effectivement, ça va être des PMO qui deviennent simplement des exécutants, mais qui perdent un petit peu cette aura d'intrapreneuriat. Un processus qui devient très administratif, c'est-à-dire on va remplir des templates pour passer une gate. Voilà, effectivement, on en a besoin, mais on complexifie souvent ce genre de documents et on se retrouve avec parfois des formulaires. Et donc, ça induit petit à petit cette bureaucratie une certaine lassitude. C'est-à-dire, voilà, l'organisation projet au sein de l'organisation, c'est lourd. Voilà. Souvent, on a ce type de réflexion, c'est lourd, donc une certaine lassitude. Je vous repartage un petit peu cette expérience dans ce groupe de spiritueux. Et donc, dans le business des spiritueux, effectivement, lorsqu'on gère un portefeuille de développement de nouveaux produits, on est sur un créneau très concurrentiel. C'est-à-dire c'est un marché extrêmement concurrentiel et on était présent sur le marché asiatique qui est extrêmement concurrentiel. Donc forcément, le portefeuille, lui, était vraiment, ce portefeuille de gestion de projet était extrêmement exposé à la versatilité des marchés. Donc c'était vraiment nos clients finaux qui à la fois nous sollicitaient pour lancer des produits en 3-4 mois, là où on n'avait pas forcément la possibilité de le faire, mais il fallait qu'on réponde à leurs attentes, ou c'était lorsqu'on était lancé sur des projets de lancement de nouveaux produits, en cours de projet,
des modifications, des changements, parce que le contexte évoluait. Donc, c'était vraiment la demande du client. Donc, forcément, le client était demandeur. Donc, nous, on était customer-centric. Donc, c'était vraiment de prendre en compte ses besoins. Donc, forcément, un portefeuille qui devait être modulable facilement. Et là, on était confronté avec un processus de gestion de projet qui était un peu rigide. Donc là, ce qui se passait sur le terrain, c'est que on loupait le coach parce que on n'arrivait pas à moduler certaines activités qui avaient été définies de manière standard dans le processus. Donc, de trouver l'astuce pour trouver des quick wins et de savoir moduler et de pouvoir s'adapter à ces demandes. Ça ne veut pas dire de bypasser des gates, des approval gates, c'est vraiment de trouver le moyen pour avoir un flux de décision accéléré, voire dans certains cas, un flux de décision plus optimisé. Moi, j'ai vécu un processus avec 7 gates d'approval et on a réussi à le réduire à 3 gates, ce qui nous a quand même facilité la vie. Donc, c'est ce phénomène de bureaucratie, voilà, alourdit et crée de la lassitude et au final ne conduit pas à satisfaire le besoin du client final, donc de se focuser sur la qualité du produit et du livrable qu'on va fournir au client, mais plutôt de travailler uniquement sur la qualité du processus. Donc voilà, ça c'est un phénomène qu'on voit apparaître assez régulièrement. Et le dernier facteur d'essoufflement, effectivement, c'est la résistance. Les démarches de transformation et les grands projets induisent invariablement des changements, donc des ports et potentiellement des résistances. C'est naturel, c'est normal. Lorsqu'on est mis dans une zone de non-confort, on a des réactions. Et selon les personnalités qu'on a, soit on arrive bien à absorber ces changements, donc à absorber ces ports et être moins résistant à ces changements, puis d'autres personnes ont besoin d'un certain temps d'apprentissage, d'accompagnement pour pouvoir les absorber. Mais c'est un fait et c'est quelque chose auquel on est toujours exposé, quelle que soit la typologie de projet. Comment se traduit cette résistance? Je pense que vous, en tant que chef de projet, PMO ou directeur de la transformation, vous avez été confronté à des refus de coopération, des négligences de collaborateurs, c'est-à-dire oui, oui, je vais le faire, mais on voit bien que ça ne suit pas, voire parfois aussi de la diabolisation, c'est-à-dire une personne, on va l'écarter et puis on va un peu diaboliser une personne, voire un département, on va dire chaque fois qu'il y a un échec, ah ben c'est à cause du département R&D parce qu'ils n'ont pas bien travaillé. Voilà. Ça, ce sont des réactions de résistance. Et donc, ça va induire de l'opposition. Personnellement, moi, j'ai travaillé sur beaucoup de projets liés à l'excellence industrielle où on revoyait, on revisitait des pratiques d'élaboration des cognacs, c'est-à-dire au niveau des process industriels. L'objectif, c'était de trouver des nouvelles technologies, revoir certaines pratiques pour répondre à un contexte qui avait changé par rapport à ce qui se faisait 20 ans, voire 30 ans auparavant. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'organisation d'une maison de cognac, donc c'est quelque chose de marqué par l'histoire, marqué par une tradition, et donc vous avez toujours un maître de chai dans ces maisons de cognac qui est le gardien du temple, le gardien de la qualité de produit, qui est le garant de l'identité produit, donc qui est vraiment le gage qualité du produit. Et forcément, lorsque vous commencez à travailler sur un mode d'élaboration, que vous voulez instiller une nouvelle technologie, adapter au temps, au contexte actuel, forcément, on vient un peu toucher le domaine du maître de chai et donc là, quelque part, intervenir sur leur précaré et toucher leur pouvoir. Et tout de suite, c'était une opposition, c'est-à-dire on veut revoir tel élément du process, une opposition, mais non, le produit va être détérioré sans chercher à voir quelle était la valeur ajoutée. Donc, c'était des choses qui étaient inhérentes de protection parce que, voilà, ma crainte, c'était j'allais perdre un peu un pouvoir dans la maîtrise du produit et donc, du coup, je n'étais pas du tout rassuré. Donc, moi, j'ai été vraiment exposé à ce type d'opposition. On verra par la suite comment on a pu contrecarrer et
minimiser ces phénomènes d'opposition. Donc, l'organisation projet répond aux enjeux de la transformation. OK, ça semble bien matcher, feuille de route, portefeuille, gestion de projet. On peut avoir cette souplesse et cette capacité de réponse. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Les facteurs d'essoufflement, 4 facteurs d'essoufflement, qui peuvent, eux, ralentir cette dynamique, là où nous, on recherche de l'accélération. Et donc, face à ces facteurs d'essoufflement qui peuvent apparaître au sein de nos organisations, on a des moyens, donc ce que nous appelons les indispensables, pour booster les projets dans les transformations. Et donc, les indispensables pour dynamiser l'organisation projet. Donc, besoin de transformation, accélération, feuille de route, ce que je vous disais préalablement, aller un petit peu plus vite, être plus réactif, ajuster. Bon, voilà, les organisations un peu facteur d'essoufflement, parce que voilà, on se rentre dans une routine pour X raisons. Et donc, apparaît les indispensables qui vont nous permettre de minimiser ces facteurs d'essoufflement. Les indispensables, il y a 3 leviers. Premier levier, donc on va voir un par un, on va les voir en détail. Priorisation effective, donc sur la feuille de route stratégique, sur le portefeuille. Deuxième levier, déploiement efficient, cadrage des projets, vision à 360. Troisième levier, changement efficace, alignement des attentes, leadership. Donc là, effectivement, je pense que ce sont des notions que vous avez dû déjà rencontrer, donc il n'y a pas de nouveauté forcément. C'est tout à fait, on va dire, des ingrédients qu'on voit tous les jours et des concepts qu'on a parfaitement acquis. Mais on va rentrer dans le détail pour voir un petit peu comment les mettre en œuvre. Le premier, c'est la priorisation effective. Alors, effectivement, souvent chez nos clients, quand on va les rencontrer ou qui nous mandatent pour faire un audit ou un état des lieux sur l'organisation de projet, on a bien un portefeuille, oui, on fait une priorisation, mais oui, très bien, vous faites une priorisation, mais voilà, mais quand il y a un changement, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir facilement moduler votre portefeuille pour pouvoir reprioriser les projets? Et là, on voit bien que souvent, ça commence un petit peu à grincer, c'est pas aussi fluide, la mécanique n'est pas aussi fluide. Donc effectivement, cette priorisation effective, ça veut dire beaucoup plus de fluidité dans quels paramètres je vais mettre pour prioriser et comment je peux les gérer, les moduler pour que ça soit beaucoup plus fluide sur la feuille de route et le portefeuille. Pour construire déjà cette feuille de route et ce portefeuille et d'avoir une priorisation qui soit fluidifiée, déjà, il faut que la stratégie et le message associé à la stratégie soient simples et clairs. Nous, effectivement, dans notre retour d'expérience et puis en échangeant en interne entre consultants, notre idéal, on va dire, c'est 5 axes stratégiques. Voilà, 5 axes majeurs stratégiques qui va permettre de porter la vision beaucoup plus facilement. C'est-à-dire en termes de communication, ça va être très simple. Ensuite, ça va être l'effort de pouvoir découper et simplifier en lots essentiels. C'est-à-dire, on a une vision, on a une stratégie, on commence à avoir des programmes, des projets, mais alors, par contre, souvent, on a quelque chose de hyper lourd à gérer. Et donc, l'objet, c'est de pouvoir découper tout cela on va dire, en work package qui vont être facilement gérables. Et ensuite, c'est vraiment d'être dans cette dynamique d'arbitrage au regard des ressources disponibles. Donc, d'avoir un outil qui nous permet d'avoir cette vision, les ressources sont instantanées et souvent, c'est des facteurs qui sont assez difficiles à mettre en œuvre ou d'avoir quelque chose de parfaitement fluide. Mais ce sont vraiment les 3 éléments qui nous paraissent fondamentaux pour avoir une priorisation effective. Je vais vous reprendre l'exemple de la maison dans laquelle je travaillais, donc dans un groupe de spiritueux. Et donc, en 2013, la filiale dans laquelle je travaillais ont mis en œuvre une stratégie qui s'appelait la stratégie Conquérir, qui devait se déployer sur 10 années. Conquérir avait un message très, très simple. Le message, c'était de
Alors, 2 plus 2 fois 4. C'est très simple. 2, c'était 2 millions de caisses 9 litres. Alors, c'est le jargon qu'on utilise dans le secteur des vins et spiritueux. Donc, c'était une augmentation de la production à 2 millions de caisses 9 litres par rapport à l'existant. Et 2 fois 4, c'est-à-dire multiplier par 2 la valorisation. On était à peu près à 4 millions pas de revenus, mais de valeur marché. Et donc, c'était de le doubler au-delà des 8 millions. Donc ça, c'était vraiment un message simple, très clair. Donc effectivement, en termes de communication de la stratégie, tout le monde avait retenu le message associé au programme Conquérir. Il y avait 5 axes, très simples, chaque axe stratégique porté par chaque membre du CODIR, marketing, talent, alors non, pas marketing, marché, donc il y avait conquête de marché, il y avait innovation et expérience produit, excellence opérationnelle, donc liée à l'industriel, supply chain, donc pour développer les réseaux, et le dernier, c'était au niveau des talents. Voilà, donc 5 axes très simples pour accompagner ce programme Conquérir. Et là, il y a eu à peu près d'identifier 60 projets-programmes, donc 60 chantiers à mettre en œuvre et donc qui ont été positionnés dans cette roadmap et priorisés selon la pondération des axes. Donc évidemment, un des axes majeurs, c'était les marchés et l'excellence industrielle. Et donc, du coup, tout a été priorisé par rapport à ça. Donc, on avait vraiment une roadmap. Certains projets démarraient en 2013, d'autres en 2016. Donc, ça prenait son sens et on avait une vision de vers où on allait et puis qui était réajustée au fur et à mesure. Donc là, le découpage était clair. On savait où on s'inscrivait, pour quel axe on contribuait et quelle valeur on apportait à l'entreprise. 2015, donc c'est à peu près vers 2015, donc on était très présent sur le marché asiatique, c'est émergence du e-commerce. Là, en Europe, ce n'était pas encore aussi développé que ce qu'on a actuellement, mais en Asie et en Chine, c'est quelque chose qui a explosé en à peine une année. Et donc là, un besoin nouveau est apparu. Un besoin nouveau qui a remis à plat le business model, que ce soit en termes d'offres produits, que ce soit en termes logistiques. Et donc là, au niveau du comité de direction et de l'équipe qui menait le programme Conquérir, donc il y a eu une revisitation de la pondération des axes, donc de voir, voilà, est-ce qu'on a besoin, ce contexte arrivant, le e-commerce, il ne faut pas qu'on loupe le coche parce que ça va faire partie de notre stratégie de conquête de nouveaux marchés. Comment on repriorise les axes et comment on repriorise les projets, et donc ceux qui sont contributeurs pour pouvoir répondre à ce business. Et donc là, on a accéléré et effectivement, il y a eu une repriorisation des projets. Certains ont été stoppés, d'autres n'ont pas été stoppés parce que voilà, il y avait des CAPEX qui avaient été associés, mais il y a eu une redistribution pour répondre à ce besoin. Et ça s'est fait de manière très simple et on va dire de manière très fluide parce qu'on avait vraiment ces axes clairement définis. Donc ça, c'est vraiment un exemple de priorisation effective. Le deuxième indispensable, c'est un déploiement efficient sur le terrain. Donc, cadrage des projets et vision à 360. Donc, effectivement, pour nous, ça passe par une implication des sponsors dans le cadrage. Donc, retrouver cet esprit One Team, c'est-à-dire le sponsor rentre dans la cellule équipe projet, donc avec le leader projet et l'équipe projet. Une structuration en briques essentielles et facilement manipulable. Et une souplesse dans la décision de la méthode et la prise de décision. Quand on parle d'une souplesse dans la méthode, c'est peut-être aussi donner à l'équipe projet cette possibilité de se dire, tiens, peut-être ce projet, on va le gérer en agile, on va le gérer en mode waterfall. Mais voilà, laisser cette latitude et laisser de l'ownership à l'équipe pour pouvoir prendre des décisions plus facilement. Sur certains projets, par exemple industriels, et donc je reprends mon exemple sur l'élaboration des cognacs, nous avions un sponsor qui était le directeur technique et donc le directeur industriel. Et donc l'objet, ça a été de
l'inclure dans l'équipe projet en phase de cadrage, donc venir avec l'équipe projet pour participer à cette phase de cadrage qui a duré à peu près 4-5 semaines. Donc, c'était un projet de modification du process d'assemblage des eaux de vie. Et cela a permis, lui, on va dire l'effet a été bénéfique parce qu'il comprenait les contraintes de terrain, donc il venait puiser et comprendre la problématique qu'on allait être confronté sur le terrain, donc les futurs grains de sable. Et d'autre part, aussi pour les équipes, c'était extrêmement motivant, dynamique, et ça a permis aussi de faciliter la prise d'initiative. Donc, du coup, on a vraiment retrouvé cette dynamique-là, et c'était vraiment gagnant de part et d'autre. Ce qui a facilité, donc, effectivement, ce cadrage. Donc, on allait beaucoup plus vite dans cette phase de cadrage, et c'est vraiment l'essentiel dans la gestion de projet. Un bon cadrage vous permettra toujours de gérer de manière efficace vos projets. Un mauvais cadrage, là, on est sûr d'aller dans la catastrophe, donc c'est vraiment majeur. Et surtout d'avoir cette vision 360, c'est-à-dire de créer les conditions qui nous permettent, donc on avait créé une sorte de work package où on tirait les tiroirs en disant, bon, on a vu ce point-là, on a vu ce point-là, et vraiment de valider au fur et à mesure, OK, on a fait la vision 360, et là, on est capable d'avoir des scénarios de déploiement, un plan A, un plan B, un plan C, qui nous permettent d'être réactifs beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment très important, cadrage, vision 360, le One Team et ces briques essentielles et manipulables. Le dernier indispensable, c'est un changement efficace. Alors, effectivement, toujours facile à dire, changement, c'est de la plan de communication. Ce n'est pas qu'un plan de communication. Ça va être vraiment de se focuser sur l'alignement des attentes et le leadership. Dans la plupart des cas, lorsqu'on regarde la répartition des populations qui sont induites ou impactées par un projet, généralement, on a 80% des effectifs sont soit promoteurs ou neutres par rapport au changement induit par le projet, et puis on va avoir des poches à peu près, allez, 20%. Et nous, notre précepte, c'est pas de passer des efforts à résoudre ces îlots de résistance, parce qu'effectivement, peut-être on peut en rattraper 2-3, mais on n'arrivera jamais à complètement inhiber les résistances, mais c'est vraiment de miser sur les ambassadeurs, c'est-à-dire d'avoir plus de promoteurs en interne et des personnes qui sont dans un état neutre, plutôt ouvert, et ben de les convertir en tant qu'ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment, en termes de stratège, hyper important. Le deuxième point, c'est vraiment de retrouver, de prendre en compte l'adéquation attente-intérêt. C'est vraiment d'être vigilant, chaque acteur, quel est son intérêt de s'impliquer dans le projet et est-ce que ça matche bien avec ses attentes. Et le dernier point, c'est vraiment la promotion et le soutien de l'esprit d'entrepreneuriat. C'est un peu sortir de cette bureaucratie qu'on a vue préalablement, mais c'est d'être de cette capacité, voilà, d'explorer d'autres terrains, d'être dans un mode de travail en réseau. Voilà, c'est vraiment de sortir de cela. Promotion, c'est toujours facile à faire, mais c'est surtout de le soutenir, cet esprit-là. Et le sponsor a un rôle majeur. Je vais vous donner un dernier exemple. Je vous parlais des projets d'élaboration cognac, donc maître de chai en opposition, on touche un peu son précaré, son pouvoir. Et effectivement, dans le projet avec comme sponsor le directeur industriel, ça a été durant la phase de cadrage, très vite, d'aller voir, en amont de la mise en œuvre, d'aller voir ce maître de chai, d'aller voir des acteurs clés de son équipe pour déjà présenter le projet, la valeur ajoutée, parce que voilà, il y avait un contexte de business, on avait un contexte de conquérir des nouveaux marchés, d'aller plus vite, donc il fallait revoir certaines pratiques. Il y avait des technologies disponibles qui pouvaient nous permettre d'être plus performants, et donc de l'informer en face-to-face, c'est-à-dire de prendre le temps de lui présenter les éléments. Et il y a des fois, c'est simplement se prendre ce temps, mais surtout aussi, ça a été de le rassurer. Et là où on a la carte qu'on a jouée, c'était de lui dire, bah voilà, ce qu'on te propose, c'est qu'on a imaginé des solutions à expérimenter, on va te les présenter, on va expérimenter, et puis chaque fois qu'on aura les résultats, tu valides ou tu valides pas. Mais il y aura toujours ton approbation à la fin, et si tu estimes que la qualité n'est pas au rendez-vous, que ton produit risque d'être entaché, eh ben on n'ira pas sur ce terrain-là et on abandonnera.
Donc voilà, donc ça a été le rassurer, donc ce qui nous a permis de l'embarquer. Il a été aussi preneur parce qu'il voyait bien qu'il y avait un intérêt business derrière. Et donc, on a déroulé le projet et à la fin, on n'a pas eu de no-go de leur part et tout s'est déroulé de manière très fluide. Voilà. Donc, on a réussi à minimiser ces oppositions. Le sponsor a joué un rôle important, mais voilà, il a fallu prendre ce temps et comprendre aussi le comportement de certaines personnes pour pouvoir agir efficacement. Donc, organisation projet, facteurs d'essoufflement, les indispensables, on vient de vous les présenter. Donc, on a tout, on va dire, pour pouvoir soutenir ces besoins de transformation et d'accélérer sur ces transformations. Et donc, au sein de Team Square, pour pouvoir accompagner ces transformations et que ça soit un succès, nous avons la démarche Imago. La démarche Imago est très simple. Voilà, donc il y a 3 étapes, on va dire, de la démarche: diagnostic, pilotage, accompagnement, et hop, à la fin, projet de transformation réussi. Le diagnostic va nous permettre de faire un état des lieux, c'est-à-dire on utilise l'image de l'iceberg, et l'iceberg, effectivement, souvent, on regarde la partie émergée, c'est-à-dire toujours outils, processus, voilà, ça ne fonctionne pas, etc. Bon. Ça, c'est toujours les choses très évidentes, et on dit on va agir sur ces points. Mais souvent, il y a toujours la partie immergée sur laquelle, là, il y a des choses à faire. Ça va jouer sur la culture d'entreprise, ça va être les modes de management, ça va être les compétences. Parfois, ça va être certaines pratiques de méthodes de travail. Voilà. Donc, on va vraiment faire un 360 sur tous ces facteurs et qui vont être vraiment les clés du succès pour mener la transformation. Donc, ça, c'est important parce qu'il faut être conscient de quels facteurs on doit réunir pour pouvoir mener bien notre transformation. On va définir des indicateurs de performance, d'atteinte d'objectifs, pour voir où on en est, parce qu'effectivement, une transformation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est souvent un marathon qu'on mène sur plusieurs années, qu'on va découper, mais c'est quand même un marathon, donc il faut quand même avoir les idées claires de où on va et comment on mesure. Et on rentre dans le pilotage. Et le pilotage est très simple parce qu'on a un radar qui se base sur ces indicateurs. Et ce radar, il a 4 axes qui sont majeurs. Et donc, on retrouve nos indispensables, on retrouve ces éléments qui viennent contrecarrer les facteurs d'essoufflement. Ça va être un axe essentiel, vision 360, leadership et change. Et on va voir comment l'organisation, au fur et à mesure du déploiement de la transformation, comment le radar évolue selon ces axes. Et c'est ce qu'on va vous proposer d'expérimenter via l'Imagen. Et à la fin, effectivement, un projet de transformation réussi. Et donc vous, comment avez-vous relevé le défi pour réussir vos transformations? Et ma question c'est, est-ce que vous avez aujourd'hui dans vos organisations des facteurs d'essoufflement et est-ce que vous arrivez à minimiser leur impact dans l'écosystème de la gestion de projet?